de l'Est à l'Ouest, une association de chaque pays, et puis retourner à l'Est jusqu'à ce qu'on fasse le tour des 4 pays. Donc, avec cet ordre, c'est Exploralis qui aura l'honneur donc de se présenter. Aslam. Donc, Zahir Bourgaoui, je suis l'assistant scientifique de l'association Exploralis. J'ai fait mes études dans le domaine d'écologie évolutive et maintenant on travaille sur la biodiversité de Oued Majda avec Exploralis en suivant toutes les taxons biologiques dans la région. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire dans la présentation. À votre aise. Voilà. À votre aise. C'est juste la présentation de l'association en attendant que nos amis nous rejoignent. Alors, la parole est à monsieur Saïd Bouarfa. تفضل Saïd Bouarfa, عرفنا بالجمعية. السلام عليكم. Bonjour à tous. مرحبا بكم. L'association La Terre Verte, Ain Safra, sud de l'Algérie, sud-ouest de l'Algérie, Wilaya Ben Nama. C'est une association locale pour but la conservation de la nature dans le cadre du développement durable et développement local. Notre projet, c'est la contribution à la réhabilitation du système écologique fragilisé, c'est le Pistacia atlantica ou Pistacia de l'Atlas. Ce projet, dans le cadre de PPOSCAN 2, nous avons très avancé de ce projet. ونعرفكم على البيستاشيو دو الأطلس. البيستاشيو دو الأطلس بالعربي العربي سي فستق الأطلسي. نو لوكال البطمة والأمازيغية يسموه الإيدج. C'est un grand arbre à feuilles caduques avec un cime très développé, atteint jusqu'à 20 mètres, jusqu'à 17 mètres. Espace très longévif. Espace, oui. C'est une espèce constituée d'un apport fourragère considérable pour les alimentations du bétail, surtout en automne. Donc, c'est une espèce médicinale. Les graines تاعها يسموا en arabe قطيب en local قطيب. هذه les graines فيهم زيت هذا plus riche les éléments nutritifs والمواد الطبيه. يعطيك الصحه. كانت صيغه اخرى البوان تاع البيستاشيو اطلس هو بلو دير دو موند اي لا برونش تفضلي مدام. Merci beaucoup, Monsieur Bouarfa. En tous les cas, on reviendra en détail par la suite quand on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, puisque Nature et Solution n'est pas encore là, Asma n'est pas encore là, on va donner la parole au professeur Sibachir, donc d'Algérie, pour présenter son association. Monsieur Sibachir. Merci, madame. Je vais être bref et je vais parler en français en même temps en arabe pour nos collègues de la Libye. Alors, je suis le docteur Sibachir Abdelkrim, je suis professeur à l'université de Batna 2. Je suis écologiste, plus écologiste, mais je fais l'interface entre l'écologie et la conservation, la recherche et la conservation. الأستاذ عبد الكريم سي بشير أستاذ في جامعة باتنا 2 اللي هي في الشمال الشرقي للجزائر، متخصص في الإيكولوجيا خاصة الحيوان. الجمعية نتاعنا notre association s'appelle la BBD, écologie, biodiversité et durabilité. Nos intérêts, comme son nom l'indique, c'est la biodiversité, plutôt la biologie, c'est le vivant, hein, le biologia ou le kainat al-hayya. La biodiversité dans toutes ses dimensions, qu'elles soient génétiques, spécifiques ou écosystémiques, et la durabilité, التنمية المستدامة ولا كل الأشغال اللي نعملوها dans le cadre de التنمية المستدامة. Le projet qu'on a traité, c'est un projet qui concerne justement la conservation de la biodiversité dans le parc national de بلزمة، الحظيرة الوطنية لبلزمة اللي معروفة خاصة بشجرة الأرز الأطلسي اللي هي شجرة التموقع تاعها ولا التوزع تاع الجغرافيا اللي انديميك اللي تكون خاصة في الشمال الإفريقي في المغرب وفي الجزائر. تحدثوا بعد على المشروع التفاصيل. تفضلي. Merci beaucoup. يعطيك الصحة.
Donc, on va donner la parole à la représentante de Thune 41. Voilà, donc pour une présentation de l'association. Merci. Et merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Madame Najwa Bouraoui, je suis médecin de formation et présidente de l'Association pour la protection de l'environnement et développement durable de l'Isère, la PEDU. Donc, c'est une association qui a débuté à travailler à l'échelle locale, mais maintenant, on travaille à l'échelle nationale et même à l'échelle régionale. Donc, on travaille sur 3 axes essentiels. L'éducation environnementale concernant donc, tous les problèmes environnementaux auprès des enfants scolarisés et des jeunes. Deuxième volet, c'est le plaidoyer auprès des décideurs locaux et aussi la réalisation du projet. On a actuellement 3 projets en cours. Le premier projet sur le changement climatique et donc c'est le projet dialogue local pour le climat dans le but donc de réaliser et de mettre en place un plan climat local pour lutter contre les impacts changement climatique sur la plage de l'Isère qui est très impactée par le changement climatique. Le deuxième projet, c'est le projet de PPI OSCAN 2, donc sur la conservation et surtout la valorisation des plantes médicinales dans la région de Oued Zitoun et Teskaraï, située au nord donc, de la Tunisie. Donc, le but de ce projet, peut-être on va le développer après, mais c'est surtout valoriser les plantes médicinales, faire une réconciliation entre donc, la population locale et ces plantes médicinales et surtout créer un musée concernant les plantes médicinales spécifiques de la région et aussi un circuit touristique local pour valoriser et pour mettre en valeur donc, ces plantes. Et donc, un troisième projet, donc on fait beaucoup de santé et environnement sur un plaidoyer pour élaborer une loi pour interdire l'utilisation des amalgames dentaires, surtout chez les enfants de moins de 15 ans et les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc, ces 3 projets ils sont en cours. On a aussi d'autres projets qu'on vient on a un 4e projet qu'on vient de signer la convention, c'est sur la gestion durable des déchets plastiques en Tunisie. Donc ça prend une allure nationale pour gérer cette. Donc pour moi, c'est une catastrophe environnementale. Ça, c'est pour la présentation donc, de l'association. Et après, peut-être on va détailler notre projet PPI OSCAN, les plantes médicinales par la suite. Merci. Merci, Madame Bouraoui. Donc, on va donner la parole au représentant d'Ampovis, notre cher ami du Maroc. C'est Rachid. Merci. Mon nom, c'est Rachid Khamlichi, le représentant d'Ampovis, de l'Association marocaine de protection des oiseaux et de la vie sauvage. On est situé sur l'extrême nord-ouest du Maroc. Justement, c'est à côté du détroit de Gibraltar. Notre association travaille sur plusieurs axes, mais principalement sur le recensement de rapaces en migration à travers le détroit de Gibraltar. On travaille aussi sur le sauvetage et marquage des vautours qui ont trouvé ici dans la région des vautours affaiblis. On fait aussi le suivi des rapaces sédentaires. Aussi, on travaille sur un projet avec le PP OSCAN sur l'évaluation des menaces pesant sur les rapaces sédentaires et migrateurs. Aussi, on travaille aux côtés de la sensibilisation des communautés locales et s'assure sur le rôle des rapaces dans l'équilibre des écosystèmes. Et voilà une brève introduction sur notre association. Merci. Merci, c'est Rachid. Donc, dans la continuité, on demande à M. Cha'ban de la Perle du Zakar de présenter l'association. Monsieur Cha'ban Mohamed, membre de l'association Perle du Zakar, petite association locale qui a pour objectif de
l'amélioration du cadre de vie des citoyens et puis la préservation de l'environnement en général. C'est une association typiquement environnementale, donc relativement de création récente, en 2013. Nous nous sommes assignés comme objectif d'agir pour améliorer le cadre de vie des citoyens à travers des actions concrètes de plantation d'arbres, de militantisme en faveur d'une meilleure hygiène, etc., du milieu, etc. Et donc, on a à notre actif plusieurs opérations dans le cadre de nos actions en temps normal. Pour ce qui concerne le projet PPI OSCAN 2, nous avons un joyau dans notre vie qui est un jardin public qu'on a hérité de l'époque coloniale et qui contient une collection très intéressante d'espèces végétales. Et donc, on s'est fixé comme objectif de réhabiliter le jardin en raison de son état de délabrement. Donc on s'est fixé comme objectif de d'abord réhabiliter le jardin et puis agir en même temps pour son classement, puisqu'il y a en matière de législation algérienne toute une batterie de lois et de réglementations qui favorise, si on veut, qui agit pour la protection de l'environnement. Et donc, on a saisi l'occasion pour agir dans ce sens-là. Ensuite, par la suite, quand on aura, Inch'Allah, agi dans le sens et que le projet aura abouti, on aurait à notre, c'est-à-dire comme pain sur la planche, de pousser vers la classification du jardin en tant que jardin botanique, ce qui nous ouvrira un petit peu plus de perspectives à l'avenir. Et donc, ceci bien sûr, tout en accomplissant des tâches normales qu'accomplirait toute association environnementale. Voilà, je crois que j'ai fait une brève présentation. Merci, Monsieur Chaban, pour cette présentation. Donc, nous allons passer donc, directement aux présentations. Donc, pour rappel, notre conférence d'aujourd'hui s'insère dans le cadre de l'objectif spécifique 3 du PPI OSCAN 2, qui porte sur la mise en réseau des associations, des organisations de la société civile bénéficiaire et le renforcement de leur capacité de dialogue avec les gouvernements. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la préservation des espèces. Donc, نرحب بكل المشاركين في هذه الندوة حول موضوع حماية الأصناف والتي تندرج في إطار الهدف الثالث من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال إفريقيا في دورته الثانية. وهذا الهدف هو التواصل مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها على الحوار مع الحكومات. زيادة عن هذا نرجو هناك هدف آخر نرتجيه من هذا اللقاء، هو أن الجمعيات المشاركة تبقى في اتصال فيما بعدها في نهاية هذه الندوة في هدف بناء شراكات مستقبلية في المواضيع التي تعمل عليها هذه الجمعيات. Donc au-delà de cet objectif, l'idée c'est que les associations participantes continuent aussi donc le dialogue entre elles pour monter des synergies donc dans le cadre de leur projet, donc pour mutualiser leurs efforts à l'échelle régionale. Sans trop tarder, donc je vais donner la parole donc à Exploralis, donc à Monsieur Zahar Bourgaoui, pour donc présenter un peu ce que fait l'association pour la préservation des espèces et en particulier ce que fait l'association donc dans son action dans le cadre du PPI OSCAN 2. Donc pour nous parler donc un peu du projet de Thune 33 qui porte sur la contribution à la mise en place d'un observatoire environnemental
dans la Medjerda. Et juste un point d'ordre, vous aurez chacun 4 à 5 minutes pour la présentation, pour laisser du temps par la suite au dialogue. Donc, je donne la parole à Monsieur Zahar Bourgaoui. Tfaddal. Merci. Donc, Exploralis a commencé à travailler sur la biodiversité de Oued Majda, qui est le cours d'eau le plus intéressant en Tunisie. Donc, c'est Oued alimente presque 30% de la population tunisienne des eaux potables et presque 100 000 hectares des terres agricoles. Donc, notamment, notre travail était centré dans la région de Chou, là où un écosystème assez diversifié, une zone humide qui s'est installée après la construction de barrages Sidi-Selm en 1982. Donc, tout un écosystème en équilibre depuis 30 ans est installé là-bas. Du coup, il y avait l'intérêt d'étudier les espèces qui se trouvent et l'écosystème qui se trouve sur site. Donc, notre travail en 2015 a commencé par des études plus ou moins qualitatives à dénombrer les espèces qui se trouvent, les différents taxons en général et la biodiversité des différents taxons. Mais ce travail a été suivi dans la deuxième phase de MEDEX, du projet PPOSCAN, par les travaux quantitatifs. Donc, dire que ces espèces existent seulement, c'est pas assez suffisant comme information pour établir des plans de conservation, des actions de conservation. Donc, on a essayé d'implémenter des techniques d'échantillonnage stables et redondantes afin d'avoir la capacité de dire voilà les espèces qui se trouvent, mais voilà aussi l'état de ces espèces dans notre écosystème. Voilà l'état des populations. Est-ce que ces populations en déclin? Est-ce que ces populations sont stables? Ou il y a des problèmes écologiques, etc. En se basant sur le norme de l'IUCN et les implémentations et les guides de l'IUCN. Donc, ces travaux, il s'avérait qu'il y a beaucoup d'espèces intéressantes, y compris par exemple des espèces qu'on se focalise pour utiliser comme des bioindicateurs. Donnant l'exemple de la loutre, qui plusieurs Tunisiens ne savent pas qu'elle existe en Tunisie et que la seule publication sur la loutre était en 1982 par McDonald et Manson. Et on ne sait rien sur l'état de cette population. Et Oued Majda fait partie de la distribution de cette espèce. Du coup, cette espèce qui, on sait tous, elle est une espèce bioindicatrice sur la qualité des eaux, etc. Donc, c'est l'une des espèces qu'on utilise comme bioindicateur. On fait la suivi, on essaie de l'avoir dans son écosystème naturel, mais aussi l'utilisation des amphibiens comme bioindicateurs par rapport à la symétrie, morphologie et tout. Et les insectes, bien évidemment, on donne un grand intérêt sur les insectes qui généralement sont oubliés par les scientifiques car toujours les actions de conservation se focalisent sur les espèces les gens, mais les insectes, comme s'avérait dans des études récentes, 30 à 40% de la biodiversité des insectes s'est disparue. Et c'est un atout qu'on a dans l'association des experts et des entomologistes qui se focalisent sur ces travaux. Donc, l'implémentation de ces protocoles d'échantillonnage nous donne la capacité de faire des monitoring à long terme qui, par la suite, donnant la naissance d'un observatoire institut de la biodiversité de la région. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous allez monter quelque chose avec l'association biodiversité qui représentait l'association Algérie 15, représentée ici par Monsieur Sibachir. Donc, quand vous travaillez sur un observatoire aussi, donc ce serait bien de monter quelque chose avec biologie, biodiversité, durabilité. Donc la parole est donnée à Monsieur Bouarfa Saïd. Tfaddal, Monsieur Bouarfa, pour nous parler donc du projet
donc, qui est porté par la Terre verte sur la contribution. Donc, sur leur contribution pour réhabiliter donc l'alpha et le pistachier de l'Atlas comme espèce fragile. تفضل سي بوعرفة. Monsieur Bouarfa. Il n'est plus là. Merci madame, merci. Il est là. Oui. Je تفضلك madame. Et notre projet de l'association La Terre Verte est intitulé Contribution à la réhabilitation du système écologique fragilisé, SIPA Tinatissima et Pistachier de l'Atlas. Notre projet consiste à créer au début une pépinière de production. Cette pépinière est déjà installée et produit presque 2000 plantiers de pistachiers de l'Atlas et de SIPA Tinatissima. Nous avons aussi fait un inventaire floristique et une carte de l'aire de répartition de SIPA Tinatissima et pistachiers de l'Atlas à عين صفراء. انتجنا لحد الآن حوالي 2500 بلانت، منها وزعناها حوالي 2000 ومازالت هناك 500 موجودة في المشتلى لا بيبينيير. كذلك nous avons fait des formations pour les agro-pastorales الفلاحين والموالين موجودين في لي باركور ديغرادي، يعني في المناطق المتضررة من هاد النباتين اللي هما اساسيين في السهوب الجزائريه خاصه منطقه الجنوب. نذكر ان هاد النباتين محميتين بالقانون، هناك منصوب رئاسي اصدر في بجانفي 2012 يحمي هذه النباتين ويسجن كل من يقوم بقطعهما او حرقهما الى اخره. لذلك احنا هدفنا هو رد الاعتبار لهذه النباتين السهبيتين مهميتين. نذكر كذلك هما نباتين دي سبيس انديميك، يعني محليتين ما بين هذه المنطقات يعني. وكذلك عم تلعب دور في الرعي، لان منطقه نعم منطقه رعويه زون باستورال. Nous avons fait pour la protection, nous avons suivi un protocole de germination، يعني هناك بروتوكول انبات خصوصا في يخص البيستاشيو الاطلس، خصوصا المستقبل الاطلسي. بروتوكول شويه معقد كومبليكي. اون ديبي nous avons récolté les graines، نقوم جني الثمار بالطين، ثم نضعها في الثلاجه لمده شهر pendant un mois dans degré de 5 degrés. بعد ذلك نقوم باخراجها ونقوم بوضعها في الماء حتى نفصل بين البذور الفاسده والبذور الغير فاسده، ثم نضعها في التربه ناديه لمده حوالي اسبوع، وبعد ذلك نقوم بوضعها في ليبو، يعني في العلب انبات ليبو غريكول. اذا بفضل المشتلى نقوم بمتابعتها حتى قرابه شهر، ثم نقوم بعمليه اعاده نقلها الى علب انبات اكبر، غومبوتاج لساك اغريكول. وبعد سنه بالضبط نقوم باخراجها ونقلها الى المراعي المتضرره او الى المحميات الفلاحيه والمحميات الغابات، يعني نديروا لها ترانسبلونطاسيون. يعني هذا هو باختصار المشروع اللي استفدنا منه او نقوم به حتى الان. يعطيك الصحة، شكرا سي سعيد. En attendant donc Asma de Nature et Solutions du Maroc, nous allons donner la parole à monsieur Sibachir, donc de l'association Biologie, Biodiversité et Durabilité. La parole est à vous, monsieur Sibachir. Merci, madame. Alors, comme je disais avant, notre association s'intéresse à la biodiversité, mais avec une vision beaucoup plus biologique. C'est-à-dire c'est beaucoup plus une société savante ou une association savante, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, des étudiants, mais également d'autres associations qui sont sur le terrain. Et notre association, l'objectif principal de notre association, c'est de faire le lien
entre les universitaires et les travaux académiques des universitaires avec les organismes socio-économiques, la société civile et de faire que la conservation, comme on le dit toujours, est l'affaire de tout le monde. Dans ce projet, notre projet a été dédié à la conservation de la biodiversité ou une contribution à la conservation de la biodiversité dans le parc national de Belezma. مساهمة للمحافظة على التنوع البيولوجي في الحظيرة الوطنية لبلزمة. والحظيرة الوطنية لبلزمة معروفة بالأرز الأطلسي، السدر دو الأطلس، كي اون اسبيس انديميك اللي هي نوع اللي ما يكونش في العالم إلا في الجزائر وفي المغرب. وهذه الغابات هذو لو كان ما نشتغلوش حنا عليهم وما ندرسوهمش ما كانش واحد يشتغل عليهم. on est obligé de travailler dessus. Ce qui nous lie aussi par rapport aux autres associations, c'est que l'Afrique du Nord, elle est caractérisée par son climat et sa position par rapport à l'aridité. عندنا بزاف المناطق الجافة ولا سواء في الغابات تاعنا ولا في كيفاش نقولوا في لي زون هوميد ولا المناطق الرطبه ولا كل لي زيكو سيستيم المنظومات اللي عندنا سواء في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في ليبيا عندنا تشابه في هذه البنيه الايكولوجيه، وهذا حاجه اللي قادر ثاني نزيدوا ننشئوا بها اتصالات اخرين. المشروع تاعنا فيه 3 نقاط. Il est basé sur 3 axes ou 3 objectifs principaux. Le premier, justement, c'est un objectif beaucoup plus de recherche, de conservation, c'est celui de monter un observatoire. Et pour monter un observatoire, أنا نتفق مليح مع الزميل نتاع تونس، ولكن أنا نقدر نضيف ثاني c'est bien de connaître les espèces, d'avoir des listes. C'est encore mieux d'avoir des effectifs, de connaître la dynamique des populations, les changements, etc. Mais c'est encore mieux de connaître où est-ce qu'on les trouve. احنا عندنا نقول لك في الجزائر ولا في بعض الدول حتى في الجيران نعرفوا بعض الانواع نقولوا راهي محميه ولا اخر، ولكن ما نعرفوش حتى وين نوجدوها. Il faut faire la cartographie, il faut faire aussi mais encore mieux, parce que moi je suis biologiste, il y a la biologie de la conservation. Il faut connaître les traits de vie. لازم نعرفوا كيفاش نقولوا لو ميتي ولا الوظيفه نتاع هذه الانواع. وعلى هذيك انت ذكرت الحشرات. احنا في المشروع نتاعنا ماشي غير الحشرات، رحنا حتى لي ميكرو اورغانيزم، رحنا حتى الكائنات المجهريه. On a étudié les zoophytes qui se développent sur le cèdre de l'Atlas parce qu'ils sont très redoutables. وهذه ما عندناش، وخاصه درك كي نهضروا على الانواع. النظره نتاع النوع القديمه اللي تبني على الوصف الخارجي ولا la morphologie externe est un peu dépassée et que maintenant il faut qu'on aille vers le moléculaire. Le corona وعلمنا باش on a acquis des équipements pour le corona, peut-être راح يعاونونا باش نعرفوا la biodiversité تاعنا. هذا الهدف الاول. l'observatoire qu'on veut constituer, c'est un observatoire qui est basé justement sur les connaissances. احنا عندنا واحد 1300 نوع بين النباتات والحيوانات على كل tous les taxons. درنا لهم جرد، درنا la classification, درنا le statut écologique, économique, social, culturel, religieux, les statuts de protection au niveau national, régional, international. On a fait aussi le statut écologique pour voir par exemple quel est le régime alimentaire, quelle est la répartition, la chronologie, la chorologie pour les plantes, etc. Il y a une masse de données à laquelle on a intégré tous les organismes qui travaillent dessus, y compris le parc national de Belezma, mais aussi la direction de l'environnement, la conservation des forêts, la direction de l'agriculture, des associations. Alors ça, c'est un petit peu le premier objectif, c'est de faire un observatoire. Le deuxième, on essaie de le faire, c'est de voir avec les associations qui sont sur place, qui vont être nos yeux. احنا نقولوا المرصد باش نرصدوا هذه الكائنات، والاخر ما كانش افضل من هذاك الشايب ولا الانسان اللي راهو يسكن في المنطقه. Alors ça, c'est le deuxième objectif, c'est de faire un petit peu de la sensibilisation, de la vulgarisation, mais aussi de faire des enquêtes pour voir quelle est la perception de la population locale par rapport à la biodiversité. أنا كعلمي والله تاع ميدان العلم ما نشوفش التنوع البيولوجي كما يشوفوا المواطن. Le troisième volet, le troisième objectif, c'est de faire une sorte d'écomusée. Je ne dis pas écomusée, peut-être entre parenthèses, c'est un gros mot, mais au moins إنشاء كما نقولوا متحف صغير في المدينة اللي راح نحتفظوا فيه avec des banques de graines par exemple. غدوة يروح le cèdre de l'Atlas
حنا وما نحفظوا ناخذ البذور تاعو باش غدوه نقدروا نجدوه ولا ça c'est un petit peu le troisième objectif. J'espère que j'ai pas dépassé mes 5 minutes. Je vous remets la parole, madame. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Monsieur Sibachir. Sans trop tarder, nous passons donc, nous invitons Madame Najwa Bouraoui pour venir nous parler avec plus de détails sur le projet porté par l'association de la protection de l'environnement et du développement durable de Bizerte. Tfadli, Madame. La parole est à vous, Madame Najwa Bouraoui. Madame Bouraoui. J'espère qu'elle est encore là, Madame Bouraoui. Sinon, le temps qu'elle... Vous êtes là? Non, je suis avec vous, Madame Ferida. Je peux commencer? Fadli, bien sûr, avec plaisir, allez-y. On vous écoute. L'Association pour la protection de l'environnement et le développement durable de Bizerte, donc on a eu le projet concernant la conservation et la valorisation des plantes médicinales dans la région de Oued-Ditoun et de Teskra du gouvernorat de Bizerte, situé au nord de la Tunisie. Donc, c'est suite à des études faites dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine des plantes médicinales, on a constaté que la région est très riche en plantes médicinales, à part les plantes courantes que tout le monde connaît. Donc, il y a d'autres plantes spécifiques, vraiment spécifiques de la région. Donc, on a voulu mettre, donc, et il y en a beaucoup et partout, surtout dans ces deux régions-là. Donc, on a voulu, par ce projet, valoriser, conserver et valoriser donc, ces plantes-là. Le projet, l'objectif global du projet, c'est donc la valorisation de ces plantes-là. Les objectifs spécifiques, donc, c'est d'abord réconcilier la population locale avec donc, la forêt, surtout avec les plantes médicinales. On a constaté que des gens connaissent ces plantes, mais ils ne savent pas vraiment en profiter. Donc, il faut sensibiliser la population locale pour conserver et préserver ces plantes. Deuxièmement, donc, le deuxième objectif, c'est le renforcement des capacités de la population locale, surtout les femmes, pour en profiter, pour tirer profit et pour valoriser donc, ces plantes médicinales. Donc, et on a donc programmé des ateliers de sensibilisation et surtout de renforcement de capacité, comment faire les distillations de ces plantes, leur donner les informations nécessaires pour la phytothérapie de ces plantes, l'extraction des essences et surtout comment pouvait trouver des marchés pour commercialiser donc, les extraits de ces plantes-là. Le troisième objectif, donc, c'est faire, donc, à part l'identification de ces plantes-là et faire l'inventaire donc, dans cette région-là, c'est de créer un musée donc, qui peut servir pour tout le monde, que ce soit tourisme ou bien donc, les gens, les universitaires, les gens des administrations, donc des forêts, etc. Donc, on a voulu, donc on a programmé, on a pris déjà un petit local dans la direction de forêt et de la région de Rzela, du gouvernorat de Bizerte pour faire, donc on va l'aménager pour faire donc un musée avec des fiches en français et en arabe des différentes plantes, que ce soit courantes et autres, qu'on a trouvées et qu'on peut trouver donc, si on cherche encore plus. Et deuxièmement, donc, aménager le local, en plus pour lui faire un centre de formation pour la population locale, surtout les femmes locales de cette région-là et pourquoi pas des autres gouvernorats. Et en plus, donc, on va créer une pépinière pour donc, exposer toutes les plantes médicinales qu'on a trouvées et qu'on pourrait trouver par la suite. Une pépinière qui va servir donc pour les ateliers de formation de ces femmes-là. Et un dernier objectif, c'est de créer donc un circuit touristique écologique. On va aménager toute cette région-là qui peut mettre donc
en valeur ou bien mettre en évidence ces différentes plantes médicinales. Bien sûr, on va faire des contacts avec les agences de voyage, que ce soit locales, nationales ou même internationales, pour venir donc voir cette région qui est très riche écologiquement, et ici elle est avec un paysage qui est magnifique. Donc c'est une occasion pour joindre l'utile à l'agréable, découvrir donc ce beau paysage avec les ouettes qu'il a, avec toutes les plantes, et en plus donc mettre en valeur et mettre en évidence les différentes plantes, que ce soit médicinales ou autres. Donc c'est une région qui est très riche écologiquement. Donc c'est ça les différents objectifs de notre projet. On a commencé donc la première partie, donc on a fait l'identification, et maintenant on est en train d'aménager donc le local, la pépinière et aussi le circuit touristique. C'est un peu ça, pas très détaillé, mais d'une façon générale, c'est les objectifs de ce projet-là. Donc c'est la préservation de la biodiversité, et aussi le côté renforcement de capacité, sensibilisation, et aussi donc même la lutte contre le chômage. Donc ça peut servir pour créer des emplois verts pour surtout les femmes de la région. Merci beaucoup, Madame Nedjoua. J'aurais aussi à vous demander plus de précisions par la suite. Donc, mais entre-temps, on va passer à l'association Ampovis. Donc, j'invite Monsieur Rachid El-Khamlichi de nous donner un aperçu sur ce que fait Ampovis pour la préservation des espèces et pour en particulier le projet PPI. Allez-y, Monsieur Rachid. Merci. Dans le cadre de projet MAR 40 de PPS Kando, notre association est bénéficiaire d'une subvention pour l'évaluation de menaces pesant sur les oiseaux patrimoniaux dans le nord-ouest du Maroc, en particulier les rapaces sédentaires et migrateurs. Ainsi, la mise en valeur des travaux déjà réalisés par notre association en matière des données récoltées ces dernières années. Comme vous savez, le nord-ouest du Maroc est situé sur l'un des couloirs de migration d'oiseaux les plus importants dans le Paléarctique occidental. On parle évidemment sur le couloir de migration de Détroit de Gibraltar. En plus, ces oiseaux migrateurs qui le traversent 2 fois par an, la région abrite aussi un nombre d'espèces patrimoniaux pour le Maroc, sachant que tous les rapaces sont considérés patrimoniaux au Maroc, à l'exception de quelques espèces les plus communes comme le faucon crescent par exemple. Cependant, cette richesse est menacée par plusieurs facteurs, dont certains sont plus ou moins connus, comme le braconnage et l'empoisonnement. Mais d'autres sont mal connus dans cette région, comme l'électrocution. Et l'objectif principal de projet est d'évaluer ces menaces sur les oiseaux patrimoniaux dans cette région du Maroc et de proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre à court, à moyen terme pour atténuer leur impact. Notre association aussi, elle a travaillé pendant dans plusieurs projets avec l'UCMED. On a fait pas mal de prospections un peu partout au Maroc pour détecter des points noirs ici au Maroc, des électrocutions de rapaces. Peut-être vous avez vu le rapport sur l'électrocution des rapaces au sud du Maroc, dans la région de Goulmim, où on a trouvé un point noir avec une centaine de rapaces électrocutés, parmi eux des rapaces menacés à l'échelle internationale, comme l'aigle ibérique, un oiseau, un rapace qui ne neige plus au Maroc, malheureusement, mais qu'il y a on trouve par exemple des individus immatures qui viennent
pour passer l'hiver ici au Maroc. Et c'est grâce à un suivi, suivi d'un individu qui était marqué par une balise GPS en Espagne, exactement en Andalousie. Ce oiseau a été électrocuté dans la région de Goulmim, en partenariat avec nos amis et collègues, les Espagnols de la Junta de Andalusia et avec le département des eaux et forêts, avec GRIPOM, BirdLife au Maroc. On a effectué des prospections dans la région du sud et là-bas on a trouvé un point noir d'électrocution. La cause principale, c'est qu'il y a assez de proies, des rongeurs et tout ça, où les rapaces peuvent trouver facilement des proies à manger. Mais le manque des habitats appropriés pour se percher, ça pose un problème. Les seuls perchoirs qu'on trouve dans les déserts, c'est les pliants électriques. Là-bas, c'est où on trouve les dangers d'électrocution. Je pense que ce problème est général, se trouve un peu partout au monde, même en Algérie, en Tunisie, en Libye. Dans notre projet de PPOSCA, on essaie de travailler sur l'axe-là, d'identifier des clients dangereux pour les rapaces, car quand on parle de la région de Tangirois, de côté des détroit de Gibraltar, on parle de passage de milliers d'oiseaux, des milliers de rapaces. Pour vous donner une idée, par exemple, chaque année ici, on recense plus ou moins 10 000 vautours fauves qui font leur traversée pour cette région. Elles sont obligées parfois de rester quelques jours, parfois même des semaines. Quand il y a des conditions météo défavorables pour traverser le détroit de Gibraltar, ils sont obligés de rester dans la région. Ils utilisent tous les habitats qu'on trouve. Ils utilisent les montagnes, les falaises, les arbres pour s'y percher, mais parfois aussi ils utilisent des piliers électriques pour s'y percher. Tu vois, ça dépend. Par exemple, s'il y a un cadavre dans un terrain plat, parce qu'il n'y a pas des arbres et tout ça, sûrement s'il y a un dérangement et tout ça, ils peuvent se percher sur les piliers électriques. Et c'est grâce à ce projet-là aussi on va refonder un petit peu notre recherche sur l'utilisation de poisons, tu vois, dans la nature par les bergers. Normalement, c'est souvent utilisé le poison, c'est utilisé pour éliminer les nuisibles, comme on appelle ça, comme on appelle ici, les nuisibles comme les renards, les chacals, tu vois, des espèces, ou bien les chiens errants. Mais malheureusement, on sait bien que le poison, il affecte à tous les animaux, tu vois, soit des insectes, soit des animaux, soit il est très dangereux dans l'utilisation de poison dans la nature. On dirait qu'on essaie de voir, de détecter des points noirs aussi de l'utilisation de poison, mais parallèlement, on essaie aussi de faire de la sensibilisation pour les bergers, les chasseurs et tout ça, pour les dangers de l'utilisation de poison dans la nature. Et voilà, une brève description de notre projet. Merci pour votre présentation, Monsieur Rachid Khamlichi. Donc, sans trop tarder, j'invite Monsieur Cha'ban de la Perle du Zakar pour nous parler un peu de ce que fait l'association pour la préservation des espèces et en particulier pour la préservation du joyau de Miliana, donc son jardin. Tfadal, Monsieur Cha'ban, la parole est à vous. Donc, dans le cadre de l'activité, de l'action de notre association, dans le cadre de ces activités normales, nous intervenons, nous nous immisçons, si on veut, dans tous les projets, c'est-à-dire locaux, qui ont de près ou de loin un rapport avec l'environnement général et la préservation des espèces.
Donc, à ce titre, je donne l'exemple du fait que nous avons d'excellentes relations avec les services publics, notamment le service des forêts, et qu'on est consulté quand il s'agit de temps en temps, par exemple, de reboisement ou d'actions de nature comparable. Et donc, nous agissons comment? Par exemple, en préconisant le choix d'espèces qui ont une valeur écologique beaucoup, c'est-à-dire par rapport à d'autres, par rapport au reboisement, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on voit se faire en général, c'est-à-dire qu'on pousse vers le choix d'espèces autochtones autant que possible. Il faut savoir que nous sommes une région, nous nous situons dans une région relativement assez forestière, où il y a encore un couvert forestier. Et donc, ce couvert forestier, ou plutôt cet écosystème, constitue en plus de refuge pour beaucoup d'espèces végétales. Il faut savoir, j'ouvre une parenthèse ici, le Zakar, c'est-à-dire la montagne, l'entité montagneuse, en flanc duquel se trouve Juché, notre ville, à 700 mètres d'altitude, c'est considéré comme c'est classé comme une ZIP, c'est-à-dire zone importante pour les plantes. Donc, il y a un intérêt certain à ne pas agir de manière inconsidérée. Et donc, je disais donc que cet écosystème, en plus de servir de refuge à des espèces végétales, il faut savoir aussi que c'est des habitats pour une foule d'animaux sauvages. Et donc, quand on parle en général de préservation des espèces, il faut savoir que c'est aussi bien pour le végétal que pour l'animal. Et donc, on agit aussi, c'est-à-dire en plus d'agir par la sensibilisation à l'égard de la population locale, on agit aussi en sensibilisant les pouvoirs publics dans leur action favorable à l'environnement. Il faut savoir aussi que nous avons la chance d'être un endroit considéré comme un joyau en termes de producteurs de fruits. Miliana est réputée être pour ses jardins en terrasse. Elle est réputée être une ville arboricole, si on veut. Et donc, nous agissons également dans ce sens pour préserver les derniers lambeaux. Il faut savoir que le béton est en train de grignoter les terrains agricoles. Donc, nous agissons aussi pour préserver ce joyau que sont les jardins en terrasse de notre région. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir aussi qu'un jardin, un jardin ou un potager ou un verger peut constituer un refuge pour une foule d'animaux sauvages comme habitat. Et donc, voilà ce qu'on fait en général dans notre action normale. Mais concernant le projet PPI OSCAL, nous nous sommes fixés comme premier objectif de faire l'inventaire de ce qu'il y a comme espèces végétales à l'intérieur. Et c'est ainsi que nous avons fait appel à une équipe de spécialistes du jardin public, du jardin du Hama, du jardin d'essai du Hama, qui ont fait pour nous l'inventaire de toutes les espèces végétales présentes. Pour avoir une idée de la collection végétale qui existe à l'intérieur du jardin, mais nous n'allons pas nous astreindre à ça, puisque nous envisageons par la suite d'enrichir la collection par des apports de nouvelles espèces. Et donc, on a envisagé de créer une pépinière au niveau du jardin public pour primo multiplier les variétés et espèces qui auraient disparu du jardin et qu'il faudrait reconstituer. Mais en plus,
multiplier de nouvelles espèces et le plus possible des espèces qui ont un intérêt botanique, un intérêt médicinal ou écologique. Donc voilà ce qu'on fait, pour la préservation des espèces dans le cadre de notre projet. Voilà. Si vous le permettez, Monsieur Chaban, ce serait bien peut-être de parler un peu des espèces emblématiques du jardin. Oui, absolument. Donc, nous avons dans notre collection des espèces qui pourraient être considérées comme étant les pièces maîtresses du jardin public, comme le fameux séquoia, deux spécimens de Ginkgo biloba et d'autres espèces encore. Et malheureusement, on a eu certains individus qui ont péri, qui ont disparu à cause du manque d'entretien, comme par exemple le Lyriodendron tulipifera, le tulipier de Virginie, car il faut savoir que la situation du jardin de Miliana dans le cadre d'un biotope, dans le climat est de type humide, de nombreuses espèces seraient des espèces qui ont été ramenées en provenance de l'hémisphère nord. Et donc, ce sont des espèces assez gourmandes en humidité. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre projet, nous avons jugé comme primordial de rétablir ou de réhabiliter un ancien système d'irrigation, entre autres la réfection d'un grand bassin d'accumulation d'eau et de tout un réseau de canalisation pour remédier définitivement au problème numéro 1 du jardin, le manque d'irrigation. Merci, Monsieur Chaban. Donc, je crois qu'on peut ouvrir le débat et je suggère aussi aux associations donc d'aborder un peu tout ce qui est donc aspect aspect des dialogues avec les gouvernements ou avec les pouvoirs publics donc, en lien avec les thématiques des projets, donc les administrations qui s'occupent donc de la préservation de la biodiversité. Donc, pour exemple, là, pour ne pas sortir de Miliana, je peux vous donner l'exemple de l'association de la Perle du Zaka, qui est donc un espace de dialogue à l'échelle de la wilaya. Donc, cette association fait partie de la commission de wilaya des aires protégées. Donc, elle est consultée, donc elle intervient à titre consultatif donc, dans cette commission. Et plus que ça, donc la Perle de Miliana a déjà présenté 2 sites donc, pour la préservation. Et aussi, c'est une association qui travaille aussi sur le plaidoyer, donc pour ne pas l'oublier. Donc, le débat est ouvert. Donc, voilà, donc je vous invite donc à entamer le débat suite aux présentations. Merci. Farida? Oui. Donc, je voudrais ajouter que au cours de la mise en œuvre de notre projet, on a signé 2 conventions de partenariat. La première avec le commissariat régional de développement agricole et aussi la direction régionale des forêts dans la wilaya de Bizerte, dans le gouvernorat de Bizerte. Et aussi, on a signé une convention de partenariat aussi avec la municipalité de Bizerte. Et donc, pour pouvoir entamer et travailler en partenariat et entamer des dialogues avec les experts des institutions gouvernementales et aussi les administrateurs pour faciliter la mise en œuvre
de notre projet parce que, comme vous avez dit, on a besoin donc d'un dialogue et de concertation aussi avec les institutions gouvernementales pour pouvoir donc avancer correctement dans notre projet. Merci beaucoup. Et faire avancer les lois pour la préservation de la nature et de l'environnement. Merci vivement, Madame Najwa. Si je peux intervenir, Madame. Allez-y, tfaddal, avec plaisir, Monsieur Sibachir. Je voudrais juste rejoindre un peu ce qu'ont développé les collègues avant, à savoir que nos associations, ils sont en fait sur le terrain et qu'on est en contact, d'ailleurs même lors de la signature de nos projets PPI Scan. Dans les objectifs, c'était justement de faire des liens avec les organismes étatiques qui sont en place. Et là, notre association à l'échelle de la wilaya de Batna, c'est l'association qui est désignée dans la cellule de suivi et de surveillance des espaces sauvages ou bien des milieux naturels. Et que moi, je dirais qu'on a aussi développé des partenariats avec des associations locales, avec toutes les directions, les institutions, que ce soit les universités. Nous avons une école nationale de formation forestière, la direction de l'environnement, la conservation des forêts, la direction de l'agriculture, aussi des associations. Mais il faut dire que moi, je pense que c'est aux associations de chercher une originalité. Et que cette originalité se trouverait peut-être au niveau des aspects que aucun de ces organismes ne peut le faire. Et que l'association devrait peut-être se présenter à ce niveau. Moi, je me disais que les associations sont beaucoup plus des associations du niveau local, du terrain. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas regarder que vers le bas. Il faut aussi regarder vers le haut. Moi, en tant qu'universitaire, je vous dis franchement, nous avons une manne d'étudiants. Nous avons beaucoup d'étudiants qu'on est en train de former à tous les niveaux du palier. C'est le cas des Marocains, des Tunisiens, des Libyens, soit au niveau de licence, master, ingénieur, etc. Et qui ont parfois besoin de l'accompagnement parce qu'eux, ils maîtrisent l'aspect scientifique, académique, universitaire. Mais au niveau du terrain, ce n'est pas le cas. Par exemple, je ne sais pas, pour le cas du jardin de cette pépite de Miliana, on peut y placer une multitude d'étudiants. L'un travaille sur les insectes, l'autre sur les plantes, l'autre, je ne sais pas, sur les oiseaux, sur les reptiles. Ça peut se faire. Pour les rapaces aussi, notre collègue du Maroc, moi j'adore parce que je suis ornithologiste aussi, j'ai beaucoup travaillé avec le grépon et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'impliquent. Et là, on a aussi besoin du reste. Nous, par exemple, on voulait faire un lexique des espèces qu'on a trouvées dans le parc. On n'a pas trouvé pour les insectes le bkhoucha. Il n'y a pas, mais on n'a pas d'autres. Mais quand on cherche dans le terroir, on trouve, et ça c'est important, parce que je parle de nos bases de données, par exemple, quand on les fait, on fait la nomenclature, la première des choses. Après la taxonomie, on fait la nomenclature. La nomenclature, c'est en arabe, en français, en anglais, mais aussi en tamazight. C'est aussi une langue nationale. Alors, ça, c'est pour dire un petit peu que ce qu'il faut développer, c'est peut-être aussi des démarches communes pour l'ensemble, que ce soit en travaillant sur une seule espèce ou en travaillant sur un groupe d'espèces, par exemple les rapaces, ou bien sur un écosystème urbain, par exemple un jardin urbain ou de ville, c'est aussi un écosystème. Nous avons toujours besoin de ces mêmes données, et des données qui ne sont pas que des données académiques des universitaires, mais aussi des données du terrain. Madame de la Tunisie parlait justement de la relation avec la société, d'avoir des musées, de connaître par exemple quelles sont les utilisations ancestrales de ces plantes médicinales, comment on peut les exploiter. Mais je pense que ce qui nous manque un petit peu, c'est un petit peu ça c'est l'aspect formation aussi, pour donner les outils aux collègues, chacun à son niveau, de connaître comment connaître ces espèces, comment les valoriser, les évaluer et savoir qu'est-ce qui est meilleur. Par exemple, moi j'ai eu une idée, je ne vais pas tarder. L'idée c'est que si on travaille aussi sur des observatoires, pourquoi ne pas faire un observatoire des espèces endémiques, par exemple, de l'Afrique du Nord? Ça nous appartient. Ça nous appartient.
personne d'autre, hein. On peut commencer par ça et après on peut la manger, hein. On peut prendre par exemple les espèces endémiques. On n'en a pas des milliers, hein, mais ce sont des espèces qui sont partagées par les 4 pays. Et on peut former des gens, les associations qui sont déjà là, qui sont sur le terrain, peut-être de faire appel à aussi à des bailleurs de fonds, hein, pour nous aider, parce que nous avons les mêmes, si vous voulez, objectifs communs, c'est de savoir valoriser et gérer d'une manière durable cette biodiversité. Merci vivement. Merci. Merci vivement, professeur. Donc, le débat devient de plus en plus intéressant et… Madame Ferida, je peux encore intervenir si c'est possible. Oui, Madame Bouraoui, je vous écoute. Juste pour ajouter, donc pour appuyer ce que vient de dire notre collègue, c'est très important de faire donc surtout des partenariats en tant qu'association locale et même ou bien nationale, de faire des partenariats avec des laboratoires scientifiques, c'est-à-dire des universités, pour renforcer le côté recherche scientifique. C'est important dans le domaine de conservation de la biodiversité. Pour le plaidoyer, nous en tant qu'association, on est membre de l'AUCN et j'invite les autres associations à y être membres aussi, parce qu'à travers le comité national de la UCN, on a entamé donc un programme de dialogue et de concertation avec le ministère de l'Environnement et aussi le ministère de l'Agriculture et des Ressources humaines pour donc élaborer la liste rouge des espèces en Tunisie. C'est important qu'ils nous écoutent, mais à travers peut-être des plateformes bien solides. Donc la concertation et même aussi pour nos associations, on a commencé le plaidoyer dans d'autres domaines. Donc je viens de dire dans le domaine des produits chimiques et de l'amalgame dentaire. Aussi, on a commencé le plaidoyer dans le domaine du changement climatique parce que ça touche tous les secteurs, entre autres donc la biodiversité. Donc comme vous savez, le changement climatique impacte directement donc la biodiversité, que ce soit marine ou terrestre. Ça c'est important. Et aussi, je vous ai dit, à travers le comité national de l'AICN, on a commencé aussi le plaidoyer auprès du ministère de l'Environnement et aussi du ministère de l'Agriculture et pourquoi pas aller plus haut vers les parlementaires pour élaborer ou bien pour amender ou approuver d'autres lois ou bien législatives pour donc la conservation de la nature. Donc il faut taper sur tous les niveaux, donc le niveau de sensibilisation, échange d'informations, ça c'est important au niveau local ou national, donc au niveau à l'échelle au niveau du citoyen, de la population. Mais aussi le plaidoyer auprès des décideurs, parce que c'est important, puisque sans loi, sans législation, on ne peut pas avancer. Il y a toujours des blocages au niveau de nos institutions, et ce que nous disent les administratifs des ministères, on veut avancer, mais on est bloqué par pas mal de trucs. Donc il faut des nouvelles voies, il faut des nouvelles législatives pour pouvoir avancer. Donc, et eux, ils nous encouragent à entamer donc un plaidoyer ou pourquoi pas une mobilisation pour imposer des lois pour la conservation dans tous les domaines, y compris le domaine de la conservation de la biodiversité. Merci beaucoup donc d'avoir abordé donc les thèmes du plaidoyer, qui était un outil indispensable dans le dialogue avec les décideurs et pour faire avancer les lois par les associations. Merci d'avoir mis en avant aussi donc l'aspect, les possibilités offertes aux associations pour l'innovation, et merci surtout d'avoir abordé la question de l'adhésion à l'UICN. Donc j'invite les associations à adhérer. Il y a beaucoup à gagner entre guillemets pour la cause de l'environnement, et j'invite en particulier les associations algériennes. Voilà, donc le débat est toujours ouvert, donc voilà. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Par rapport à, si je peux parler par
par rapport à la liste rouge nationale en Tunisie, c'est une bonne initiative parce que tout d'abord, il y a plusieurs espèces qui sont classées comme list concerned ou dans l'Europe et à l'échelle méditerranéenne, mais en Tunisie, nous, sur le terrain, on est des hommes de terrain. Quand on cherche et essaye d'évaluer la situation de ces populations, on trouve vraiment des grands problèmes, comme étant par exemple l'espèce Inis, l'espèce de tortue des eaux douces. Elle est très répandue en Europe, mais en Tunisie, on trouve seulement peut-être dans une thèse faite par Rahma Fili que simplement 5 spécimens, mais elle n'est pas classée comme étant. Donc, en Tunisie, ça va être donné une précision par rapport à l'état des populations. Je pense en Tunisie, l'association Exploralis aussi, elle est impliquée dans la communauté de l'UICN et je pense qu'ils ont commencé par la liste des oiseaux et des visites des espèces de plantes en premier lieu, puis ajouter les autres groupes taxonomiques. Voilà. Merci. Alors, donc, nous continuons notre discussion. Donc, qui est-ce qui veut prendre la parole pour abonder un peu dans les mêmes items ou proposer d'autres idées? J'ai déjà parlé, mais je pense qu'on voit que nous avons à peu près les mêmes préoccupations et qu'il y a beaucoup de choses en commun. Moi, j'allais emboîter le pas aux collègues de la Tunisie pour parler de ces listes rouges. Effectivement, il y a les listes rouges, on ne les a pas au niveau local, au niveau régional, même pas au niveau national. Je vous dis, nous, les listes des espèces protégées en Algérie, elles ne sont pas mises à jour ou remises à jour parce qu'il y a des espèces qui disparaissent, il y en a qu'on peut faire rentrer ou faire sortir. Pour nous, par exemple, les rapaces, y compris le faucon de Cresserelle, ils sont tous protégés en Algérie. Alors, ces listes rouges, elles sont très importantes. L'UICN, il a déjà lancé une initiative pour la liste rouge régionale des rapaces. Et ça s'est déroulé en Tunisie. Il y avait Ahmed Cherkaoui, je pense, du Maroc, des collègues tunisiens, algériens de la Libye. Et nous avons aussi des canevas. Maintenant, l'UICN a élaboré de nouvelles recommandations ou des guidelines pour effectuer ou pour mettre à jour des red lists ou des listes rouges locales. Je pense que dans ce cas, il faut profiter justement d'adhérer à l'UICN et de savoir comment essayer de faire un petit peu dans ce sens. Et que moi, je dirais que pratiquement les mêmes choses qui se passent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, surtout pour les espèces là emblématiques, les Miss, nous avons la même chose. Nous avons le même problème pour Testudo greca, pour la tortue aussi, la cistude. C'est pour dire que ce qui serait intéressant, c'est de faire, on parle toujours de la collaboration sud-sud. Moi, je pense que c'est une opportunité pour ce projet PPO-SCAN de voir comment capitaliser, si vous voulez, ces choses, mais à un niveau plus large, plutôt que de les laisser au niveau local, parce que des fois on réussit, des fois on échoue, mais on va exploiter, si vous voulez, on va capitaliser les expériences des uns et des autres et de faire ça. Il y a autre chose aussi, moi je dirais que par rapport les bases de données, on n'a pas les données qui sont aussi intéressantes pour nos espèces emblématiques, endémiques, rarissimes, etc. Pour le plaidoyer, je pense aussi que des actions communes peuvent être envisagées. Moi, j'ai eu l'expérience avec des gens qui travaillent sur les zones humides. Ils ont lancé un système qu'ils appellent un système d'alerte rouge. Alors, nous, on pourrait envisager de lancer des alertes rouges pour les miss, ou bien pour, je ne sais pas, le vautour fauve, qui aussi, en Algérie, il a des problèmes. Ou bien d'autres espèces, des espèces médicinales. Moi, je parle beaucoup de la flore parce que je suis animaliste, je travaille sur la faune, mais c'est le cas aussi pour la flore et autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points en commun et qu'il faut qu'on sache comment les valoriser, parce que si on, comment dirais-je, l'union fait la force. Et que même pour les bailleurs de fonds vis-à-vis de l'UICN, si on parle du MED,
la Méditerranée, c'est la rive nord et sud, mais nous, on est un petit peu en train par rapport à nos collègues de la rive nord. C'est pas par manque de, je vous dirais, peut-être de moyens humains, de compétences et tout, mais beaucoup plus par rapport à cet esprit de cohésion de travail, de canevas, de respect des normes et ainsi de suite. Je m'excuse, madame, si j'ai pris du temps pour parler. Merci. Non, non, merci. Madame Ferida? Je peux prendre la parole, madame? Oui. Alors, on va peut-être écouter d'abord monsieur Chaban et on va revenir à madame Bouraoui, si vous le permettez. Parce qu'on n'a pas entendu monsieur Chaban pour le débat. Oui, d'accord. Allez, vous êtes d'accord, madame Bouraoui? Oui, d'accord. Donc, moi, j'ai bien apprécié l'abondance d'informations fournies par M. Sibachir, que j'invite d'abord, je saisis l'occasion d'inviter au niveau du jardin, puisqu'il a cité. Donc, vous êtes cordialement invité, M. Sibachir. Merci. Donc, vous m'avez entendu? Oui, oui, tout à fait. Je vous remercie. Absolument, d'accord. Donc, parce que dans le cadre de notre projet PPIOSCAN, nous comptons, c'est-à-dire organiser une conférence sur les thèmes écologie, etc. Donc, vous nous ferez le plaisir d'y participer, si vous voulez bien. Inch'Allah, avec plaisir. Oui, pour la précision, donc c'est des conférences avec l'université de Khmis Mliana pour abonder un peu dans cette synergie à monter avec les universités et de donner l'occasion aux chercheurs donc de donner aux étudiants aussi la possibilité de travailler sur terrain, donc sur les espaces qui sont investis par les associations. Je reviens à Madame Bouraoui. Tfadli, Madame Bouraoui, allez-y, on vous écoute. Ok, merci. Juste pour continuer dans le plaidoyer, donc le plaidoyer doit commencer tout d'abord au niveau local et national par le réseautage. Il faut donc investir dans le réseautage, que ce soit local ou national. Comme vient de dire notre ami ou notre collègue, l'union fait la force. Donc quand on est un grand réseau national, le plaidoyer a plus d'impact sur les décideurs nationaux. Donc, il faut toujours penser au réseautage. Et nous, dans le domaine changement climatique, on vient de signer donc la création d'un réseau pour l'adaptation au changement climatique. Pourquoi pas donc faire des réseaux nationaux dans la conservation de la biodiversité? Ça, c'est important et ça a beaucoup d'impact au niveau des décideurs. En plus, il faut jouer non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale et internationale. Et pourquoi pas s'adhérer à des réseaux de plaidoyer régionaux et nationaux. Ça donne beaucoup de pression sur les décideurs nationaux. Et aussi, ça a beaucoup de voix quand on parle à l'échelle nationale, à l'échelle régionale ou bien à l'échelle internationale. Je crois donc qu'il faut jouer sur tout le niveau, le réseautage à l'échelle locale, nationale, régionale et aussi internationale. Et j'invite les associations à adhérer. Il y a plusieurs réseaux qui traitent le dossier de changement, qui font des plaidoyers sur la biodiversité ou bien ou pourquoi pas sur le changement climatique, parce que le changement climatique touche tous les secteurs. Donc, c'est une occasion pour chercher des réseaux de plaidoyer à l'échelle régionale et nationale et s'y adhérer parce que c'est important et ça a beaucoup d'impact, d'effets et aussi donc des pressions à l'échelle nationale.
Merci beaucoup, Madame Nedjoa, pour ces compléments fort utiles. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Farida, est-ce que je peux... Oui, justement, j'allais t'inviter à prendre... Oui, j'allais t'inviter à intervenir. Merci. Vas-y, Huda. Oui, en fait, j'ai écouté avec plein d'intérêt vraiment toutes vos interventions très intéressantes et j'ai aimé les points de vue donc, de chacun de son point de vue par rapport à son expérience, au contexte. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, M. Silbachir, par rapport à cette noyau, donc créer l'idée d'un observatoire régional. Je pense qu'il y a tellement d'idées, il y a beaucoup de potentiel, vraiment. Donc, je vois en vous écoutant, il y a tellement de potentiel de partenariat au niveau régional. Pourquoi pas donc vous mettre d'accord, donc les participants, donc les représentants de ces associations aujourd'hui, sur une initiative. Déjà commencer avec une petite initiative au niveau régional et chercher donc autour de cette initiative des fonds en commun, parce qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds aussi qui sont intéressés par des projets régionaux. Commencer par une petite initiative et petit à petit, donc ce réseau-là, il va s'agrandir. Et vous pouvez toujours donc aller vers l'avant jusqu'à arriver à constituer un observatoire au niveau régional ou bien d'autres, donc un plaidoyer qui soit au niveau régional qui fait partie de l'UCN ou bien d'autres organismes internationaux. Donc, vraiment saisir cette occasion-là, qu'on est encore dans la mise en œuvre du PPI au SCAN et qu'on a plus de visibilité par rapport à d'autres réseaux, à d'autres bailleurs de fonds qui sont très intéressés maintenant. On a beaucoup de fondations privées, de publics qui nous contactent et qui sont intéressés. Donc, pourquoi pas saisir donc cette occasion-là et faire peut-être une coalition donc des associations qui travaillent sur le même sujet, de choisir une ligne, donc une initiative à développer, soumettre à des fondations et comme ça va être le lancement d'un travail en commun et d'autres associations peuvent se rejoindre à vous et ça peut vraiment créer un bon départ. Merci beaucoup, Huda. Donc, Huda a abordé donc, le deuxième objectif de notre rencontre, ce qui est de développer donc, des synergies en commun et pourquoi pas monter des projets, d'autant plus que donc, il y a des idées, comme vient de dire Huda, qui ont émergé de cette rencontre. Voilà. Donc, je crois que nous arrivons au bout de notre conférence. Donc, voilà, et j'invite les associations, donc en premier, de développer ensemble les idées qui ont émergé de cette rencontre. Et puis aussi, je les invite vivement à adhérer à l'UICN. C'est très important parce que ça participe aussi à renforcer donc ce travail en synergie et à renforcer les réseaux régionaux. Et ça, c'est l'un des objectifs aussi du programme. Voilà. Voilà, donc je vous remercie vivement. Voilà, et j'espère que le travail qui a été amorcé va continuer entre les différentes associations et pourquoi pas donc à joindre aussi d'autres associations du collectif de la communauté PPI. Merci à tous les participants. Au revoir. Merci à vous. Madame Farida pour ce webinaire très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Et je voulais juste saisir avant de terminer, en fait, parce que on l'a pas introduite, c'est notre stagiaire qui est chargée de la communication et c'est elle qui rentre peut-être souvent en contact avec vous. Bienvenue. Et donc, si vous avez quoi que ce soit que vous voulez partager, donc sur nos réseaux, sur notre site web, donc faites-le. Donc, elle est encore avec nous jusqu'au mois de fin août. Donc, si vous voulez partager avec nous des histoires, des informations pour mettre en avant ce que vous faites, c'est vraiment, on vous invite vivement à le faire. Et je remercie Madame Farida vraiment pour cette organisation et vous pour votre temps et votre présence. Je peux faire, Ida, juste un mot. Oui, allez. C'est maintenant qu'on commence le travail. C'est après le revoir qu'on va commencer le travail parce que moi, je vais entrer avec notre collègue de Khmis Miliana et voir si je peux me déplacer. Sinon, Miliana, pour plus de précision. Voilà, il y a des gens qui peuvent intervenir aussi, des collègues de l'INA ou des collègues de l'Université de Khmis Miliana. Vous êtes tous les bienvenus. Avec le collègue
Tunisie aussi, on va démarrer aussi un truc pour l'observatoire. Et avec tout le reste, on va faire quand on communique en ensemble. Mais c'est là le départ. Et bon courage à tout le monde. Merci beaucoup. Confinez, restez bien sains. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Slama. Salam. Slama. Slama. C'est pas très long. C'est pas des